Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on poursuit donc ces thématiques immobilières et on va parler de ces 3 lettres, SCI, grâce à Clarisse Josse. Bonjour Clarisse. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous, vous êtes notaire à Paris. 3 lettres que beaucoup d'épargnants ont en tête, cette société civile immobilière. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, pour pas forcément rentrer dans une définition juridique trop complexe, une société civile immobilière, c'est une personne morale qui a un nom, qui a une adresse, qui s'appelle le siège social. Elle a une durée de vie, ça peut être 1 an, ça peut aller jusqu'à 99 ans, et elle peut être propriétaire surtout de biens immobiliers. Et elle va gérer ces biens-là. Alors elle-même peut pas gérer seule ces biens-là, bien entendu. Il faut des personnes comme vous et moi derrière. Ces personnes s'appellent les associés. Il peut y avoir au minimum 2 associés, mais il peut y avoir beaucoup d'associés. Et puis ces associés-là, ce sont eux qui vont en fait financer les biens immobiliers. Et à côté de cela, il y a des gérants. Les gérants, c'est eux qui, au jour le jour, vont gérer les biens immobiliers. Et puis la particularité de la SCI, c'est que on peut mettre des règles du jeu. Les règles du jeu que l'on veut, presque tout ce que l'on veut, il y a quelques limites bien sûr, et ça Donc on peut vraiment la ciseler entre guillemets à sa main. Oui, ouais. C'est l'intérêt même de la SCI. Souvent on parle de la SCI en opposition à une absence de SCI lorsqu'on détient un bien immobilier. Lorsqu'on détient un bien immobilier, si vous et moi on détient un bien immobilier, on est propriétaire de ce bien-là, et si on est plusieurs à détenir ce bien, pour gérer les accords, les désaccords, les droits de chacun, c'est la loi qui va s'appliquer, c'est le code civil, c'est les règles d'indivision. Ces règles d'indivision sont parfois vues comme un petit peu contraignantes, et la SCI peut être un outil parmi tant d'autres, mais en tout cas c'est un outil intéressant pour mettre des règles du jeu qu'on a décidé ensemble parce qu'on avait envie de s'associer ensemble dans ce projet. Donc du coup, pourquoi créer une SCI finalement ? Parce que comme vous le dites, il y a on va dire le régime commun qui nous permettrait, si on a envie de s'acheter entre copains une résidence de vacances ou un appart au ski ou... Alors, c'est une très bonne question. En famille, garder la maison familiale ou des choses comme ça. C'est une très bonne question. C'est une question qu'il faut se poser. Moi, je pense que la première des choses, c'est se demander quel est l'objectif recherché lorsqu'on détient un bien immobilier, lorsque l'on va acquérir un bien immobilier. Moi, j'ai régulièrement des clients qui viennent me voir à l'étude en me disant « je veux une SCI parce que mon copain, parce que mes beaux-parents ont fait une SCI ». Je veux la mienne aussi. Et c'est un petit peu ça, effectivement. On met en place une SCI, par exemple, lorsque l'objectif, ça va être de faciliter un bien à plusieurs. Là, moi, je trouve que c'est un outil qui est intéressant parce que comme on met les règles du jeu qu'on veut, par exemple, on peut très bien décider qu'on détient un bien à plusieurs à travers une SCI et que pour la vendre, la vente se fera, par exemple, à la majorité. Si le bien n'est pas acquis en SCI, mais que le bien est acquis, ce que moi j'appelle en direct, pour vendre, on est dans les règles de l'indivision et l'indivision prévoit qu'il faut l'unanimité pour vendre. Donc, par exemple, l'un des objectifs de la SCI, ça va être de pallier l'indivision. Un autre objectif de la SCI, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on est plusieurs copains, on achète ensemble, on veut mettre en place des règles du jeu, majorité ou pas pour vendre, pour gérer, pour louer. On peut décider qui viendra, quand, à quelle période de l'année. Puis surtout, aujourd'hui, on est peut-être 3... Que ce soit pas toujours les mêmes quelqu'un d'autre, quoi. Exactement. Aujourd'hui, on est 3 copains, mais c'est une maison qu'on adore et avec laquelle nos enfants vont y venir aussi tous les étés. Aujourd'hui, on est 3. Demain, on sera peut-être 10, on sera peut-être 15. Et gérer une indivision à 15, c'est très compliqué. Alors que par le biais d'une SCI, c'est facile. C'est plus facile, j'ai envie de dire. Alors bon, on a posé un petit peu le cadre de cette société civile immobilière. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut détenir ou qu'est-ce qu'il est avantageux de détenir, parce que on sait qu'une vie immobilière, elle a plusieurs entre guillemets facettes. On a sa résidence principale, on a sa résidence secondaire, on a peut-être de l'investissement locatif en meublé ou en non meublé. Enfin, tout peut rentrer, on va dire, dans une SCI où il y a des moments où il vaut peut-être mieux éviter et où c'est pas le schéma, on va dire, patrimonial le plus recommandé. Alors, c'est une question intéressante et c'est une question qui est compliquée pour nous, notaires, avocats, experts comptables. Une SCI, c'est jamais blanc ou noir. La SCI, elle peut être très intéressante en 2024, elle peut l'être beaucoup moins dans 10 ans, parce qu'il ne faut pas uniquement prendre en compte l'objectif le jour où on achète, il faut aussi se projeter à long terme dans le bien. Par exemple, on achète un bien qui est aujourd'hui sa résidence principale. Peut-être qu'à terme, cette résidence principale va devenir une résidence secondaire. Peut-être qu'un jour, on va vouloir faire de la location meublée
immeublé quelques mois par an, quelques semaines. Et en fonction de tous ces objectifs-là, il va y avoir des conséquences importantes sur la SCI. J'ai régulièrement des clients qui viennent me voir, surtout en ce moment avec les Jeux Olympiques, et qui me disent, moi j'ai mon appart, je veux acheter un appart, c'est mon résidence principale, mais je veux aussi pouvoir faire de la location meublée dedans. Je peux le faire dans la limite des 120 jours, mais j'ai envie de passer par une SCI. C'est intelligent ou pas ? C'est pas inintelligent, mais il faut se poser des questions, puisque si on détient un bien immobilier qui fait de la location meublée, qui donc est une activité commerciale à travers une SCI, la SCI passe à l'impôt sur les sociétés avec toutes les conséquences que ça va engendrer. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, mais il faut avoir conscience que dans ces cas-là, si c'est a priori, sa résidence principale, si elle est à l'impôt sur les sociétés, si on revend, on n'a pas l'exonération pour résidence principale, pour l'impôt sur les plus-values. Si on est à l'impôt sur la fortune, on n'a pas l'abattement de 30%. Si on fait des bénéfices, ces bénéfices sont à l'impôt sur les sociétés. Si on sort ces bénéfices, on a de nouveau l'impôt sur les dividendes. Donc là, les gens me disent, non, c'est principalement ma résidence principale. Je veux pas avoir tous ces inconvénients-là. Je veux pas non plus devoir payer un loyer, parce que si la société est à l'impôt sur les sociétés, il faut se verser. Il faut verser un loyer à la société qui est propriétaire. Oui. À l'inverse, j'ai d'autres clients qui me disent, moi, l'objectif, c'est de faire de la location meublée. Je veux pas être matraqué en impôt sur le revenu. Je veux au contraire capitaliser mes revenus. Je veux pouvoir bénéficier d'un taux d'impôt sur les sociétés qui aujourd'hui, a baissé en plus ces dernières années, qui peut être plus bas que l'impôt sur le revenu. Là, ça a du sens. C'est vraiment au cas par cas. Vous nous avez dit tout à l'heure, il faut aussi penser à long terme, parce qu'on sera 2, 3 ou 4, on sera peut-être 10, etc. Si on va un peu plus loin, il y a un moment où, à part quelques mystiques, faut transmettre. On transmet facilement un bien, ou des parts de SCI. Comment ça se passe au moment de la transmission ? Alors, la création d'une SCI est souvent, l'objectif souvent de la création d'une SCI, c'est d'anticiper la transmission. Je vais répondre à votre question, mais avant, c'est important aussi, la SCI, c'est un outil qui est régulièrement utilisé par les parents lorsqu'ils veulent transmettre à des enfants qui sont jeunes ou lorsqu'il y a plusieurs enfants. L'intérêt de la SCI, c'est qu'on peut séparer l'avoir du pouvoir. On peut très bien, enfant, détenir des parts sociales et donc être propriétaire indirectement d'un bien immobilier et pour autant avoir les pieds et mains liés parce que le pouvoir, la gestion quotidienne du bien reste entre les mains des parents qui sont gérants de la société. D'accord. Puisque dans les statuts, on a une liberté quasi totale, on peut très bien dire aux enfants, on anticipe la transmission, vous en êtes propriétaire de notre vivant, mais tant qu'on est là, c'est nous qui prenons toutes les décisions. Louer, on décide. Vendre, on décide. Se répartir l'argent, on décide. Ça, c'est la première des choses. Après, lorsqu'on détient un bien immobilier à travers une SCI, lorsqu'on veut transmettre les parts sociales, oui, c'est vrai, les frais peuvent être moindres que si l'on transmet directement l'immobilier. Oui. Alors, pourquoi ? Pour des raisons très concrètes, lorsqu'on transmet des parts sociales, il faut passer chez le notaire, mais dans les frais, il n'y a pas de taxe de publicité foncière, puisque les parts sociales ne s'enregistrent pas au registre foncier. Donc, c'est déjà une économie certaine. La rémunération du notaire, qui s'appelle l'émolument, elle va être calculée sur la valeur nette des parts sociales, et non pas sur la valeur de l'immobilier, comme c'est le cas lorsqu'on transmet de l'immobilier, même s'il y a un emprunt. Ça signifie que si votre société elle a un bien qui vaut 100 avec une dette de 70, on va calculer les frais de notaire sur le différentiel entre les deux, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on détient le bien en direct. Et puis, souvent, ce qu'on dit aussi, alors, pour une donation, il faut passer par le notaire, mais dans le cadre de cession de parts sociales, lorsqu'on vend, par exemple, des parts sociales, c'est un petit peu plus fluide que lorsqu'on transmet de l'immobilier, puisque c'est plus simple. Donc, il y a des petits avantages quand même. Il y a des petits avantages. La transmission comme exactement. Soyons pratiques aussi. C'est facile de créer une SCI. On trouve les statuts sur Internet. C'est gratuit. Comment on fait pour créer une SCI ? Alors, oui, c'est facile, mais c'est pas facile en même temps. C'est facile dans un absolu, puisqu'on peut trouver des statuts sur Internet, on peut... je vais vous tendre la perche, c'est facile de faire des bêtises, c'est ça ? Oui, exactement. Puisque, en fait, parfois, quand le champ des possibles est très large, c'est là où on peut se tromper, on peut prendre les mauvaises décisions, et une fois que les statuts... alors, on peut toujours changer les statuts, mais lorsque les désaccords arrivent, ou lorsque les transmissions de départ arrivent, si les statuts n'ont pas bien été anticipés en amont, c'est là où ça peut devenir compliqué. Donc, en soi, c'est rapide
de mettre en place une SCI, c'est souvent une question qu'on me pose lorsque on a trouvé le bien de ses rêves, on a fait une offre, et là on se dit peut-être qu'il faudrait mettre en place une SCI. Ouais. Comment on fait? Il faut aller vite, il faut monter un prêt. Pas de stress. Vous trouvez votre bien, vous faites votre offre, vous allez voir votre notaire pour signer la promesse de vente, vous signez la promesse de vente avec une clause de substitution, et entre la promesse de vente et la vente définitive, on monte tranquillement votre SCI, rapidement, parce que la banque a besoin des statuts et du cabis pour pouvoir monter le prêt, mais pour le faire presque tous les jours, à partir du moment où les statuts sont ficelés, il faut 4-5 jours pour avoir un cabis et une société immatriculée. Et mieux vaut, je vais faire votre réclame, mettre quelques euros chez son notaire pour rédiger ses propres statuts avec tout ce qu'on s'est dit avant, de je veux penser à ci, je veux penser à ça, plutôt que de choper des statuts types et de mettre son nom en haut, en bas. Oui, parce que nous, on ne va pas prendre des statuts types, on va forcément poser la question, toutes les questions qu'on vient de se poser en amont ensemble, on va les revoir avec le client. Vous nous avez dit au début, ça peut durer de 1 à 99 ans. Bon, si au départ, j'ai mis dans les statuts 99 ans et puis que finalement, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, j'en ai assez, je veux plus de ma SCI, je suis obligé de la supporter encore pendant 89 ans ou je peux la supprimer, la dissoudre, la fermer, enfin je sais pas comment on dit d'ailleurs. Oui, on peut dissoudre, on peut liquider une SCI. Il ne faut pas se dire, lorsqu'on crée une SCI, je crée une SCI et dans 6 mois, si ça ne va pas, j'y mettrai fin. Parce que mettre fin à une SCI, ça génère des coûts supplémentaires, notamment lorsqu'il y a un bien immobilier à l'intérieur. Il ne faut pas oublier que le propriétaire, c'est la SCI. Donc, si on sort le bien de la SCI, on change de propriétaire. Donc, on repasse chez le notaire, on repaie des frais. Exactement. Dans un absolu, c'est possible. Souvent, ce qu'on préconise quand même, c'est de essayer de gérer à l'intérieur le bien. On vend le bien et puis après, on essaie de sortir les liquidités. Et puis, lorsqu'il n'y a plus rien dans la société, on y met fin. Mais c'est possible. Il faut faire une liquidation partage de la SCI. Eh bien, on en sait un petit peu plus grâce à vous, Clarisse Josse, sur cette SCI. Merci d'être venue dans Cœur de Patrimoine. On continue à vous accompagner ce matin sur toutes les thématiques de vos placements. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.